Donc, je vous propose, au cours de cette présentation, de vous faire d'abord un bref historique de la bibliothèque de Colmar et de l'implantation dominicaine en Alsace, d'ensuite de passer à une description d'ensemble de la collection des dominicaines d'Unterlinden et d'examiner ensuite rapidement, vu le temps qui nous reste, un certain nombre de pièces représentatives. Donc la bibliothèque, elle a des liens avec les dominicains, plus d'un lien puisqu'elle est installée à Colmar dans l'ancien couvent des dominicains qui a été fondé en 1278. Elle y est installée depuis 1951. Donc le cloître, qui n'est pas aussi beau que celui du couvent d'Unterlinden, de la maison féminine. Le cloître qui est accolé, donc on en devine un pan ici, à l'église des Dominicains, qui contient donc, où est exposé toujours de Schöngoer, la Vierge au buisson de rose. Bon, des magasins, donc je vous donnerai tout à l'heure une idée de l'ampleur des collections, la réserve et la partie de la réserve qui contient précisément ces manuscrits, et précisément ici les manuscrits d'Unterlinden. Alors, très rapidement, donc, pour vous donner un aperçu de la richesse de ces collections à Colmar, c'est donc près de 1300 manuscrits, dont un tiers d'époque médiévale, depuis le 8e siècle, 2300 incunables, ce qui passe pour être la collection la plus importante en France hors Paris, 50 000 imprimés anciens du 16e au 18e siècle, plus de 40 000 imprimés alsatiques, qui ont fait le deuxième fonds après la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 110 000 documents iconographiques, et puis bien d'autres choses encore. Donc je pourrais être intarissable, mais je me dépêche. À signaler que depuis l'année dernière seulement, la bibliothèque dispose enfin de son site web. Alors, on connaît le succès rapide des frères prêcheurs dans les pays germaniques dès le XIIIe siècle. Donc je n'y reviendrai pas. En Haute-Alsace, au XIIIe siècle, les dominicains s'implantent donc à Colmar en 1278, à Guebwiller en 1294. À Colmar, ils ont été précédés par la fondation de la communauté d'Unterlinden vers 1230, qui a été rapidement mise sous la tutelle du couvent dominicain, d'abord de Bâle, 1234, puis de Fribourg, et enfin de Colmar à partir du moment de l'existence de celui-ci. Un deuxième établissement féminin de dominicaines, donc aussi est apparu à Colmar au début du XIVe, le couvent Sainte-Catherine, mais il n'a jamais eu le rayonnement et la puissance de son prédécesseur. Alors, témoin quelque peu tardif de ce succès des ordres mendiants, un dessin encarté au début de notre manuscrit 1026, donc un psautier, qui représente Saint-Dominique, peut-être, voire très probablement l'œuvre d'une moniale d'Unterlinden, puisque cet ouvrage appartient à ce fonds-là. Et, provenant d'une autre collection, celle des franciscains au départ, à Bréviaire pour laïcs, puisqu'il y avait aussi un établissement franciscain à Colmar, donc associant un dessin associant Saint-François et Saint-Dominique. Alors, quelques mots de présentation générale de la collection du fonds d'Unterlinden. Une répartition chronologique, donc, où l'on s'aperçoit que les pièces les plus anciennes à être parvenues jusqu'à nous sont très peu nombreuses. Juste quelques-unes, alors que l'ensemble du fonds comptabilise jusqu'à une bonne soixantaine de pièces. Et de tous les fonds de maisons religieuses conservés à Colmar, celui d'Unterlinden est le plus nombreux. Dans sa composition, la nature des manuscrits, encore que, là aussi, il ne faille pas prendre ces chiffres il faut prendre ces chiffres plutôt comme des ordres de grandeur qu'à prendre au pied de la lettre, certains manuscrits étant parfois de contenu hybride, on va dire. Donc on retrouve bien sûr
pour près d'une moitié des manuscrits liturgiques. Et par contre, ce qui est une caractéristique saillante du fond, c'est la présence d'une grosse part de livres de mystique, prières, méditations, ce qui est à rattacher à la composition linguistique du fond, de ce fond, où l'allemand apparaît pour, on va dire, un quart de la collection, ce qui ne se retrouve pas du tout dans les autres fonds religieux conservés. Alors, que dire encore sur l'histoire de cette collection ? On ne dispose pas de catalogue contemporain qui permettrait de se faire une idée de l'ampleur des pertes. Tous les manuscrits subsistants ne sont pas conservés à Colmar. Certains autres sont dans les bibliothèques allemandes, principalement à Karlsruhe, et quelques pièces isolées se trouvent également dans des bibliothèques anglaises ou américaines. J'ai signalé tout à l'heure la surreprésentation du XVe siècle. C'est à mettre aussi en rapport avec le phénomène qui apparaît à Unterlinden en 1419, l'implantation de la réforme dominicaine. Ce mouvement de réforme et de retour à la règle, dont Colmar avait été le centre quelques décennies plus tôt pour les couvents d'hommes, va donc s'appliquer au début du XVe à Unterlinden, et cela va provoquer un fort accroissement de la bibliothèque, témoin ce qui nous en est donc parvenu aujourd'hui, puisque la stricte observance, le retour à l'observance dominicaine promouvait le travail de copiste et de scribe. Un trait qui distingue aussi cette collection, cette fois une caractéristique matérielle. Des reliures caractéristiques, à côté des reliures de parchemin communes, ces deux fonds des dominicains, des hommes et celui des femmes, donc un bon nombre de volumes sont couverts sur leurs ais par des peaux, soit veau, soit mouton, soit truie, mais teintés donc dans cette... Alors on trouve le vocabulaire cerise ou myrtille, suivant les sources, pour décrire cette nuance. Des reliures parfois laissées sans décor ou parfois estampées à froid, comme vous les voyez sur les exemplaires situés les plus bas. Donc, ce qui pose, ces reliures qui sont datables pour la plupart du XVe siècle, ce qui pose la question d'un éventuel atelier local. Quant aux conditions de production des manuscrits, pour le reste, il est difficile d'en avoir une idée précise. On peut penser que certains ouvrages ont été écrits directement dans le couvent d'Unterlinden, les sœurs pouvaient être copistes. Il y en a eu d'autres qui sont assurément venus de l'extérieur, mais il est difficile d'en faire le départ. De même, beaucoup de ces manuscrits restent anonymes. On a de nombreuses mains, on discerne de nombreuses mains parmi les scribes, une bonne trentaine apparemment, mais rares sont les individualités qui apparaissent. Alors, on citera ici ce que vous avez dans les lignes rubriquées du feuillet droit, l'explicite du Liber Vitae Sororum, donc auquel il était fait allusion tout à l'heure, où apparaît donc le nom de l'auteur Catherine de Geberschir. Un colophon du manuscrit 717-2, Dorothea von Kippenheim, une moniale qui nous dit donc avoir traduit ces textes du latin en allemand. Une mention d'appartenance, le livre de prière de sœur Elisabeth von Ursa. Alors, un petit parcours au galop, donc, apparemment, malheureusement, à travers quelques pièces représentatives, en commençant par les plus anciennes, qui permettront quand même d'avoir une idée de la beauté et de la richesse de l'enluminure dominicaine, ainsi que quelques éclairages sur l'histoire du couvent et la spiritualité des moniales. Donc, une des pièces les plus anciennes, datant des débuts du XIVe siècle,
un psautier dominicain, le manuscrit 405, donc avec l'initiale B du Beatus Vir, richement filigrané sur fond d'or. Bon, à noter la présence un peu isolée d'un grotesque au bas du feuillet, hein, un dragon à tête d'homme et à queue feuillue. Les deux pièces, aussi deux pièces jumelles, deux graduels de grande dimension, 317 et 136, qui ont sans doute été produits, le 136 probablement une copie du 317. Donc ils sont décorés de 6 initiales, parfaitement jumelles. Donc une nativité, une résurrection, une moniale en prière devant le Christ, Saint Jean-Baptiste, enfin, qui était le protecteur du couvent. Toujours du XIVe siècle, un psautier, donc, qui s'ouvre sur 2 miniatures à pleine page, se faisant face, une Vierge à l'enfant et une crucifixion. La nuance, la couleur verte de la croix indiquant le motif ici de la crucifixion, comme la croix comme arbor vitae, arbre de vie. Le diurnal, ce diurnal manuscrit 399 dont on aura reparlé tout à l'heure, donc qui comprend 12 initiales somptueusement ornées. On est ici donc avec un style décoratif qu'on retrouvera ces initiales fleuronnées et avec un cadre de vigne, avec la présence d'oiseaux, de vignes bourgeonnantes. Ce style décoratif qu'on retrouvera dans telle ou telle pièce, plus loin. Par exemple ici. Donc, un autre diurnal de la fin du XVe, début XVIe. Donc, cette scène, cette enluminure représentant ici une scène baptisée chasse mystique, donc, qui est une scène symbolique de l'incarnation. Autre type de livre, processionnal dominicain et office votif, avec ici une décoration plus naturaliste. Une gravure sur bois colorié qui a été donc intégrée à la confection du manuscrit 260 de ce missel. Gravure sur bois dont on retrouve des variantes et dont des variantes sont conservées dans d'autres établissements et dont le modèle est probablement originaire d'Allemagne du Sud. On pourra admirer la monumentalité comme la finesse du travail, ici, qui est tout à fait exceptionnelle pour l'époque. Une des particularités du fond, sur les 60 manuscrits qu'il comporte, donc, est la présence massive d'une forte collection d'un type de livre liturgique bien particulier, à savoir des processionnaux. Donc on en a ici 2 exemples où l'on voit que les décorations sont juste l'initiale D du dilexie. Ces 2, donc ils sont très proches l'un de l'autre. De fait, ces ouvrages étaient certainement produits à Unterlinden même, chaque novice entrant devant être muni de ce livre liturgique. À côté de ces livres liturgiques, quelques recueils hagiographiques. Donc, ici, le 717-1. Le 717-1 qui est également décoré d'une gravure sur bois, donc représentant Saint-Ambroise. On y reviendra un petit peu tout à l'heure également, puisqu'elle présente cette gravure quelques particularités intéressantes. Après les livres liturgiques, les récits, les livres géographiques, enfin, donc quelques exemples de ces œuvres de manuscrits de mystiques rhénans. Donc, ici le manuscrit 267 bis, qui s'ouvre sur la description d'un jardin paradisiaque.
et qui contient d'autres textes mystiques. Celui-ci, le 272, donc, porte sur sa page de garde donc, un avertissement. Niemand trag aus dem Chor über einen Tag oder sages des Hab oder man belos des Ganz. Personne ne devra emporter ce livre hors du cœur pour plus d'une journée ou dire qu'il l'a emporté, sans quoi le livre sera complètement mis sous clé. Donc, apparemment, ce reste l'indice d'un contenu peu orthodoxe. En fait, il s'agit, l'essentiel de l'ouvrage est constitué par des récits de possession dans un couvent des Pays-Bas, qui est survenu dans un couvent des Pays-Bas. La narration, comme les dialogues qui y sont transcrits, servent à mettre en avant particulièrement les péchés typiques démoniales. Et donc ce texte relève ici d'un genre bien identifié qu'on appelle les Nonnenspiegel, le miroir démonial. 268, des chants et des traités mystiques. Le bas du feuillet droit donc, comporte les 3 paroles de Suso, celles qui portent les rubrications sur la droite. Item empfor Lieden williglich, Traglieden geduldiglich, Lehrlieden christförmiglich. Ces paroles qu'on retrouve sur les ailes du séraphin qui ornent donc l'exemplaire de Strasbourg, conservé à la Bibliothèque nationale universitaire, le manuscrit de 1929. Enfin, un recueil de Suso, traité mystique, de lettres et de Johannes Nieder. Bon, voilà donc un petit aperçu. Alors, oui, dernier exemple qu'on pouvait encore présenter de littérature mystique ou édifiante. Donc, un grand classique, si on veut se dire, les 24 sages, donc de Otton de Passau, dont notre exemplaire est aussi illuminé. Donc, dont vous en avez ici plusieurs initiales qui ouvrent le début de chaque séquence. Voici un petit peu le type de contenu que l'on retrouve dans la collection d'Unterlinden. Maintenant, certains de ces manuscrits présentent des particularités matérielles qui nous offrent un aperçu donc, sur la spiritualité monastique. Le 399, donc, ici dans son feuillet 45, porte une série de broderies, de couleurs, série de dents de scie. Donc, on peut rapprocher ce travail à celui d'une maniale du XVe siècle. On peut le prendre comme un exemple d'imitatio Mariae, donc, puisqu'on y apparaît dans certains évangiles apocryphes des scènes où on voit Marie tissée, donc, et cet exemple de raccommodage du parchemin, mais avec une fonction esthétique ici qui va bien au-delà de la fonction purement utilitaire, peut nous guider dans cette direction. Le livre des prières d'Elisabeth von Ursa, qu'on avait déjà entreaperçu tout à l'heure, porte collée cette gravure de l'homme de douleur. Idem, un monogramme collé ici dans le manuscrit 717-1. Cette Vierge collée sur le contreplat du 271. Bref, toute une série d'images récupérées, en quelque sorte, réemployées, qui proviennent de manuscrits plus anciens et qui étaient mises au rebut, mais que les sœurs intégraient à leur livre, au livre qu'elles confectionnaient au XVe siècle, donc, et qui pouvaient être le support de leur méditation, de leur dévotion, comme de leur imitatio Christi. Donc cette merveilleuse annonciation, entre autres, du 717-2. Encore un exemple ici, miniature, la taille d'un timbre-poste, celui-ci, donc un enfant Jésus portant les stigmates collés, toujours dans le 717-2.
Alors, je termine, galope toujours, avec deux pièces, les deux palladiums, on va dire, d'Unterlinden, qui sont le 495 de Liber Miraculorum et les Vitae Sororum qui arrivent ensuite. Donc, ce Liber Miraculorum, texte en latin et en allemand, retrace donc la donation d'une icône miraculeuse à Unterlinden et les miracles qu'elle provoque, dont elle est la source, qui assureront au XVe siècle très largement la notoriété du monastère. On en arrive enfin au 508, un mémorial qui date du XVe siècle, rédigé donc écrit par Catherine de Geberschwir vers 1330, mais bon, le manuscrit lui-même date du XVe. Catherine de Geberschwir qui, en retraçant, en écrivant cette quarantaine de biographies de la première génération des sœurs, celle des fondatrices, avait voulu en quelque sorte faire donc une sorte de mémorial hagiographique, une sorte de miroir de perfection auquel les sœurs pouvaient s'identifier. Je terminerai rapidement donc sur le programme de restauration qui est engagé. Vous avez ici un exemple de manuscrit donc 401 tel qu'il était avant sa réfection, contre le plat supérieur disparu depuis longtemps, le dos lacunaire, les tranches-fils en capillotage plus ou moins, et donc on reste ensuite restauré. Alors 7 manuscrits ont pu, aussi bien du couvent d'Hommes que du couvent d'Unterlinden, ont pu faire l'objet de cette action cette année, en 2011, et on compte bien poursuivre l'action pour les années à venir. Voilà. Bon, j'ai essayé de me tenir dans les temps, mais j'ai galopé. Hein. Oui. J'ai vraiment galopé, je suis déçu.